Dans cette vidéo que je refais une deuxième fois car malheureusement le micro n'était pas branché, donc c'est une première partie où je vais vous montrer comment télécharger des données de marché. Je vais vous montrer 3 moyens. Au début, toutes ces sources seront gratuites. Dans les prochaines parties, je vous présenterai des sources de meilleure qualité, mais bon, payantes forcément. Mais déjà là, il y a déjà de quoi faire et les données peuvent déjà être largement utilisées pour faire des analyses quantitatives de qualité. Bon, bien sûr, pour les actifs les plus liquides, ça sera pas forcément ce type de données qui vont vous donner les meilleurs résultats dans vos analyses, mais c'est déjà pas mal. Notamment pour les données antiques. Donc pas des données du 3e niveau, mais il y a des données antiques et accessibles gratuitement qui peuvent déjà vous permettre qui ont déjà des signaux plutôt intéressants. Après, il faut les structures pour pouvoir trader suffisamment rapidement et utiliser ces données de la bonne manière. Mais déjà là, pour résumer, vous aurez un moyen de télécharger les données pour de bonne qualité, pour une grosse partie, voire une quasi-totalité des exchanges dans le monde. Avec la dernière, comme on va voir, c'est possible de télécharger les données historiques pour quasiment, je dirais pas tout, parce que forcément qu'il va en manquer, mais pour énormément d'actifs, même indices économiques, ça sera possible de télécharger tout ça. Avec quand même une limite de temps, parce que c'est gratuit, hein, malheureusement. Si on veut aller plus loin, on peut payer des services, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos de cette série sur comment obtenir des données. Mais là déjà, c'est 3 façons de télécharger des données de marché de manière gratuite, rapide et facile. Pour commencer, la première méthode, c'est l'API Yahoo Finance, qui permet pas seulement de télécharger des données de marché, qui permet d'avoir des informations sur différents tickers, notamment des informations sur les comptes de résultats, les bilans comptables, etc. Mais dans cette partie, on va juste voir comment télécharger avec Yahoo Finance les données historiques. Yahoo Finance s'importe de cette manière par convention. On le télécharge avec simplement pip install Yahoo Finance, donc pip install et Y Finance comme ça. Ensuite, pour télécharger les données, on utilise la syntaxe yahofinance.download. On passe une liste de tickers, un intervalle de commencement et un intervalle end si on souhaite. Donc on peut aussi mettre end 2014 par exemple. Normalement on peut mettre une date plus précise, donc 14-01, donc en mois. Ça sera toujours année, mois, jour. Mais là, hop, on va laisser comme ça, sans date limite, avec juste une date de commencement. Et là on choisit notre intervalle. Donc ici, un jour. Voilà ce qu'on obtient. À savoir qu'on peut aussi choisir jusqu'en minutes. Le problème, c'est qu'en minutes, on va être limité à 7 jours. Donc, on va être limité jusqu'au 03. Et on a des données en minutes avec Yahoo Finance de manière très rapide. Mais quand même limité parce que niveau de la taille, comme on voit, price, voilà la taille, on a 1626 entrées. Ce qui est quand même limité par rapport, on a des meilleures façons d'obtenir des données en minutes. Néanmoins, c'est quand même pratique parce que Yahoo Finance permet d'avoir quand même une multitude d'actifs et de manière gratuite. Donc voilà pour Yahoo Finance. Et voilà, on peut facilement afficher nos données ici avec Plotly, un graphique Candleship et après naviguer sur le graphique, donc zoomer, etc. et regarder avec la barre du dessous. Voilà, c'est pratique Plotly, ça permet d'avoir des graphiques interactifs. Il y a d'autres modules qui sont intéressants pour faire de la visualisation, notamment des cours boursiers, mais Plotly le fait très bien. Donc voilà comment utiliser Yahoo Finance pour télécharger des données de marché. Ensuite, le deuxième moyen pour télécharger des données de marché, c'est l'API MetaTrader 5. Donc MetaTrader 5, c'est une plateforme de trading et un outil de trading pour les retail principalement et surtout pour le trading discrétionnaire. Il est aussi utile pour créer des experts et des algorithmes de trading. Et en fait, c'est très utile pour ça, c'est que MetaTrader, on peut juste prendre un compte démo, soit directement avec la version MetaTrader classique. Dans le cas là, c'est la version FTMO, parce que moi j'ai pris ça, passer les tests FTMO, il faut, quand on fait nos analyses, on a besoin d'avoir les données CFD des produits financiers qu'on va trader avec FTMO. Donc ici, on initialise avec le login, le mot de passe, le serveur. On passe dans mt5.login. On initialise les prix. Donc avec la méthode mt5.copyReadFrom, on peut télécharger les données open, high, low, close, classique, les time bars. On passe d'abord le nom du ticker, la time frame que l'on désire, donc par un objet mt5.timeframe, et ensuite il en existe toute une pléthore de la minute jusqu'à journée, ou plus, même le mois je crois. Et ensuite, donc on a à mettre jusqu'où on veut nos données, donc datetime.now, et ensuite le nombre de barres que l'on désire. Sauf que cette méthode n'est pas du tout pratique, car comme on peut le voir, on va avoir si là je lance le code, on a un tableau NumPy avec à l'intérieur des tuples, ce qui n'est pas forcément
vraiment très approprié pour faire des analyses. Donc du coup, j'ai créé cette fonction qui nous permet de passer une liste de tickers et ça nous retourne un data frame avec un multi-index. Sur le premier level, le symbole, et sur le second level, la date. Pour chaque symbole, on a la série temporelle des prix, open, high, low, close. Et ça permet d'organiser les données d'une meilleure façon, plus appropriée pour faire des analyses. Quand on lance le code, on obtient ça. Deuxième méthode très pratique fournie par MetaTrader. Donc mt5.copytick from permet d'avoir les données antiques, qui sont normalement des données payantes. Et ici, c'est très pratique parce que c'est complètement gratuit. Bon, là, ici, avec le compte démo FTMO, on a des données qui ne sont pas actualisées. Mais néanmoins, on a quand même les données antiques, le bid et le ask à chaque mouvement de prix, qui est déjà de très bonne qualité et qui est en général pas facile à trouver gratuitement. Par contre, on a toujours cette structure pas pratique pour les analyses, donc une autre fonction pour télécharger les données et les avoir de manière un peu plus propre. Voilà ce que ça donne. Donc pour revenir sur les fonctions rapidement, c'est très simple, hein. On définit une liste data. Ensuite, pour chaque ticker de la liste que l'on passe, on va télécharger les prix, convertir tout ça en data frame. Comme le tableau NumPy a dans des tuples avec le nom et le type que l'on a, c'est beaucoup plus facile. On a juste à passer le data frame, ça nous donne déjà directement les colonnes. Après, on a juste à dire que c'est un timestamp ici. Donc il faut qu'on transforme time en date lisible. Et il faut qu'on y mette millisecondes, parce que si on utilise time millisecondes, c'est en millisecondes. Donc sinon, on n'aurait pas des valeurs correctes ici. Ensuite, on enlève time MSC, on définit symbole comme un tableau NumPy full, donc NP full, ça va créer un tableau NumPy de dimension 1 avec le nom du ticker partout. Ça va nous permettre en fait d'initialiser les index. Et ensuite, on ajoute data à data, et ensuite on concatène tous les data frames et on peut initialiser les index comme symbole, et ensuite en second niveau time, et ensuite ça nous retourne data. Voilà le data frame final. Donc pour revenir sur les colonnes du data frame, on a le bid, la meilleure offre d'achat, l'ask, la meilleure offre de vente à chaque mouvement de prix. Dès qu'il y a un mouvement de prix, on a une nouvelle ligne, et on voit que c'est à très haute fréquence parce que des fois c'est quelques millisecondes entre les mouvements de prix, comme ici à 14h48, 35 secondes, 156, et ensuite on a un deuxième mouvement à 35 secondes, 406. Donc ça va c'est plutôt assez rapide comme mouvement de prix. Et pour chaque mouvement de prix, on va avoir, donc normalement si on a un bon fournisseur de données, on est censé avoir last volume et volume real de plein. Flag ici, c'est la nature des mouvements. Donc si là je vois bien, le 2 c'est un mouvement de bid, le 4 c'est un mouvement d'ask, et le 6 c'est un mouvement des deux en même temps. Donc voilà pour les données antiques et télécharger des données antiques de manière totalement gratuite. Ensuite, pour moi, un des meilleurs moyens, c'est de scraper les données depuis TradingView. Et donc, il y avait il y a à peu près un an encore de disponible facilement. Il y avait tous les tutos sur internet pour la librairie TV Datafeed. Sauf que tout a été supprimé. L'auteur de ce module a tout supprimé, le repository GitHub a supprimé les vidéos sur YouTube, etc. Donc, plus moyen de retrouver. Et en fait, il y a certains utilisateurs qui ont fork le repository original. Du coup, on peut toujours retrouver la librairie et la télécharger de cette manière-là. Donc il faut que vous installiez Git. Si vous voulez, je ferai un tuto si vous n'y arrivez pas. Il faut installer Git sur votre PC, et ensuite utiliser cette ligne de code pour installer le module. Une fois que le module est installé, il faut toujours, donc l'importation se passe comme ça. On importe depuis TV Datafeed et intervalle. On initialise une variable TV qui est un objet TV Datafeed. Il faut toujours un exchange et un ticker pour télécharger les données. Donc si on n'a pas l'exchange et qu'on n'a pas non plus le ticker, on peut utiliser tv.searchSymbol. tv.searchSymbol, comme son nom l'indique, on va lui donner un mot-clé de recherche et il va nous donner une liste de dictionnaires avec tous les résultats de recherche. Donc pour Apple, le premier résultat de recherche, c'est le plus connu, quoi. C'est l'action Apple cotée sur le Nasdaq, et avec l'exchange Nasdaq. Donc ça peut être très pratique quand on veut faire des grosses requêtes avec énormément d'actions, qu'on connaît pas les tickers. Et on peut, vu que c'est souvent la première recherche qui tombe, c'est souvent le marché le plus liquide, le plus tradé, on peut utiliser tout le temps les premières recherches, le premier exchange aussi. Enfin, et donc on peut trouver l'exchange de cette manière. Voilà. Donc ici Nasdaq. Donc là, pour l'action Apple, je veux l'exchange. Vu que c'est un dictionnaire, on passe la clé exchange. Et ensuite, je l'associe à une variable exchange. Si je n'ai pas le ticker, je fais pareil avec ticker. Sauf que je crois que la clé, c'est pas ticker, c'est symbole ici. Donc il faudra passer symbole.
Donc ensuite, le deuxième méthode, c'est getIS, c'est pour avoir les données historiques. Donc du coup, on passe le ticker, ensuite l'exchange, et ensuite l'intervalle. Donc l'intervalle, c'est un objet intervalle qu'on a importé précédemment. Donc du coup, on fait intervalle point, et là, donc dans point, il y a, voilà. En gros, donc il y a des intervalles de 1 minute à 1 mois. Donc l'avantage, c'est que on peut utiliser ça. TradingView comporte absolument un nombre incommensurable d'actifs financiers, même sur des marchés OTC, et donc on peut avoir les historiques de prix de manière gratuite en minutes pour la grande majorité des actifs qu'il y a sur la plupart des exchanges internationaux. Donc c'est très très pratique d'utiliser ça pour avoir les données historiques. Surtout que du coup on a des données qui sont plutôt rares, d'actifs plutôt peu tradés et de manière complètement gratuite. Et on peut descendre jusqu'à timeframe en minutes. Donc c'est très 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 utile d'utiliser ce module là. Donc voilà, hein, la syntaxe c'est je veux 5000 bars en minutes de Apple avec l'exchange Nasdaq. Je télécharge et ensuite, j'ai pas dit, mais là on télécharge les données, elles sont stockées dans notre RAM et elles sont seulement valides quand le programme est lancé. Si on veut garder les données qu'on a téléchargées, il faut les enregistrer il y a différents moyens pour les enregistrer. Soit on utilise CSV, soit HDF, soit SQL. SQL, je vais pas le voir maintenant parce qu'il faudrait une vidéo complète, voire plusieurs pour parler de SQL. Même HDF en soi, mais là on va quand même introduire ça. CSV, HDF. La première manière, c'est CSV. Donc CSV, ça veut dire comma separated value. C'est des fichiers texte où chaque valeur et chaque colonne sont séparées par normalement des virgules, mais ça peut être des point-virgule ou autre symbole pour séparer les valeurs. Donc la syntaxe pour enregistrer en tant que CSV, c'est un data.csv, ensuite le nom, l'endroit où on veut l'enregistrer, et ensuite si on veut le lire, c'est tout simplement pd.read CSV. Et ensuite voilà, je vais pas le faire ici parce que le problème des CSV, c'est que ça dénature. Quand on va l'enregistrer, il va falloir réinitialiser les colonnes. Bon, du coup, la syntaxe, c'est celle-ci pour lire un CSV. Et ensuite, la deuxième méthode, c'est les bases de données HDF. Donc, c'est très pratique pour stocker quand on travaille sur des projets. On a beaucoup de tables à enregistrer. C'est moins flexible que SQL, mais c'est quand même assez pratique. Et donc du coup, la syntaxe c'est data.toHDF. On utilise l'implémentation Panda qui accélère les manipulations. Donc data.toHDF, data.h5, fdata. Donc ce que ça veut dire, c'est que on crée une nouvelle base de données hdf.h5 et on enregistre data sous le nom de clé, donc sous la clé pour accéder à cette table dans la base de données HDF, on l'appelle fdata. Arbitrairement ici c'est fdata. Pour rouvrir data, il faut utiliser la syntaxe with.hdfstore, data h5 as hdf, et ensuite on passe HDF, on y accède comme une clé, comme un objet dans un dictionnaire, donc avec un système de clés. La clé qu'on a mis là pour enregistrer notre data, on la met là pour réaccéder à notre table. Si notre base de données est déjà créée, on va pas utiliser ça, mais on va utiliser ici data.put. Ensuite, en premier temps, ça va être la clé et ensuite data. Et donc là, on peut lancer et on voit. Ah pardon, c'est HDF, hein, pas data. Et on voit que tout fonctionne nickel. Si on peut voir si on veut accéder aux clés dans un HDF, vite fait pour voir quelles sont les tables dans notre. On peut faire un print hdf.keys, comme un dictionnaire d'ailleurs. Et là on peut voir qu'il y a deux tables, fdata et sdata. Voilà. Qu'on a enregistré précédemment. D'ailleurs, oui, là j'ai mis F, mais c'est S. Non, c'est l'inverse. Ici c'est alors la F et S. Parce que vu que j'ai fait la vidéo 2 fois. Voilà, donc la vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un like, commenter, vous abonner. Dites-moi quel sujet vous souhaiterez que je traite à l'avenir, si vous avez des idées. Si vous souhaitez et vous cherchez des services en sciences de données dans la finance quantitative, comme la création d'algorithmes de machine learning, le web scraping, la création de bases de données ou encore la recherche de stratégies, j'ai mis mon compte Malte et mon compte LinkedIn en description pour que vous puissiez me contacter. Merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.